C'était donc le 30 septembre l'an dernier que s'est ouvert le grand dialogue national instruit par le président de la République, Paul Biya. Cérémonie ouverte au Palais des Congrès par le Premier ministre Joseph Dione Ngouté. Revivons les émotions de cette évocation de Sévérin Alégambélé. Il y a un an, jour pour jour, tout ce que le Cameroun compte comme élite, éminence grise, s'est retrouvé au Palais des Congrès de Yaoundé, paré de ses plus beaux atours pour répondre à l'appel du président de la République. Hommes d'église, élite administrative, autorité morale, acteurs politiques, tout y était. Et même ceux qui, parmi les combattants, ont décidé en conscience de déposer les armes. La petite curiosité du jour. Au pas alerte, on identifie la détermination des délégués à faire œuvre utile. Nous devons être sérieux, nous devons être honnêtes, nous devons être sincères, nous devons savoir nous pardonner les uns les autres. Il est temps que l'on retrouve la paix. Nous sommes contents que le gouvernement de la République nous ait invités à assister à ce dialogue. Et vraiment c'est touchant. Dès l'entame de la cérémonie protocolaire d'ouverture, présidée par le Premier ministre chef du gouvernement, les autorités religieuses donnent le ton par un ensemble de prières. Les orateurs qui se succèdent au pupitre ont un dénominateur commun, l'appel à un climat d'apaisement social généralisé, au patriotisme et à la responsabilité tout au long des débats. Les participants sont invités à mettre de côté les différences et les appartenances politiques. En fonction de la thématique structurée, il se dessine un schéma d'ensemble, des débats qui vont par la suite se dérouler dans les 8 commissions. Sans détour, on parle des formes d'organisation de l'État, la décentralisation, la fédération, la confédération, tout cela revient dans l'orientation des échanges. Tout le monde a parlé en toute franchise, tout le monde qui a pris la parole a parlé en toute franchise et tout le monde disait ce qui était dans son cœur. Le cadre du dialogue reprécisé au sortir de la cérémonie d'ouverture, on était fixé sur la suite des travaux. Un an après le grand dialogue national, le gouvernement nie en bloc la recrudescence des violences meurtrières sur le théâtre de la crise anglophone. À l'Assemblée générale des Nations Unies, le ministre des Relations extérieures affirme que le retour progressif de la paix, la promotion de l'état de droit, la lutte contre l'injustice, le statut spécial sont des réalités concrètes au Cameroun. Cependant, à la lumière des faits, des évêques anglophones démentent et présentent un sombre tableau d'une crise sociopolitique et d'un conflit armé aux conséquences néfastes pour le Cameroun, mais surtout pour les deux régions, celles du nord-ouest et du sud-ouest. Analyse et décryptage avec Jean-Paul Founiat. Participant par visioconférence à l'Assemblée générale des Nations Unies, au nom du chef de l'État Paul Biya, absent de la scène publique depuis plusieurs mois, le ministre des Relations extérieures se satisfait au nom du gouvernement de la mise en place des résolutions du grand dialogue national. Les débats ont permis l'adoption de la loi sur la décentralisation, qui octroie notamment un statut spécial aux régions du nord-ouest et du sud-ouest et la mise en œuvre d'un plan de reconstruction et de développement de ces régions. Le patron des diplomates camerounais parle même d'un retour progressif à la paix, déjà effectif dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest anglophones. L'action du gouvernement qui vise à protéger celle-ci et à rétablir les conditions d'une vie normale dans les zones concernées a commencé à porter ses fruits. Seulement sur le terrain, la réalité est tout autre, comme en témoigne cette sortie de la Bamenda Provincial Episcopal Conference, 3 jours avant l'adresse du porte-parole de Paul Biya à la tribune des Nations Unies. L'archevêque André Nkeya de Bamenda, les évêques Akabitus Mfon de Kumba, Monseigneur Georges Nkwo de Kumbo et l'évêque auxiliaire Michael Mabiese de Boya décrivent les larmes aux yeux la terreur que subissent les populations anglophones. Massacre de Ngarbou sans suite, kidnapping avec demande de rançon, tuerie des civils et des militaires, conditions de vie difficiles des déplacés internes et réfugiés, tissu économique dévasté par la destruction des biens et l'interruption des échanges. Forte militarisation des deux régions, la voix du clergé catholique anglophone réitère l'exigence d'un cessez-le-feu préconisé en mars dernier par Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, et le pape François. Autre préalable déjà entendu pour un retour à la paix, la libération sans condition de tous les activistes politiques emprisonnés dans le cadre de la crise anglophone. La conférence épiscopale de Bamenda appelle le gouvernement camerounais, les séparatistes et les bandes armées à mettre fin aux abus d'autorité, torture
Violation des droits de l'homme pour faire prévaloir la force de la raison et non la raison de la force, à travers un dialogue inclusif. Loin de la mascarade du grand dialogue national, sans résultat concret et palpable, depuis la dernière balade du coordonnateur du plan national de reconstruction au nord-ouest et au sud-ouest, le secteur éducatif anglophone, fortement affecté avec moins de 1000 candidats à l'examen baccalauréat 2019-2020, ces hommes de Dieu redoutent donc le pire pour l'avenir d'une jeunesse qui n'a plus remis les pieds dans une salle de classe depuis 4 ans. Ils exhortent les parents d'élèves à envoyer leurs enfants à l'école dès le 5 octobre prochain. Voilà pour le sommaire. Et si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Gabon 24. Bon confort d'écoute à toutes et à tous. Actualité au Gabon en ouverture de ce journal. Le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ndimba a reçu ce mercredi un rapport sur la stratégie de promotion des droits de la femme et de réduction des inégalités femmes-hommes au Gabon. Un rapport élaboré justement par la Fondation Sylvia Bongo Ndimba pour la famille. Le compte-rendu de nos confrères de la communication présidentielle. Entre les mains du président de la République ce jour, le rapport sur la stratégie de réduction des inégalités hommes-femmes en République gabonaise. Le document est élaboré sous l'impulsion de la première dame du Gabon par 2 cabinets d'expertise et de renommée internationale. Fruit d'une mobilisation citoyenne de la société civile, il marque l'avènement d'un nouveau chapitre de l'histoire sociale du Gabon. Aussi, c'est avec la plus grande conviction que j'interviens à cette tribune en tant que femme gabonaise et première dame pour soutenir ces engagements qui me tiennent tant à cœur. Nous avons souhaité mettre en lumière des données inédites et des témoignages édifiants. 5 ans après la déclaration de la décennie de la femme, le pays se dote d'un instrument capital avec 33 propositions concrètes et opératoires pour la réduction des inégalités hommes-femmes dans les 3 prochaines années. Si beaucoup a été fait en 5 ans en matière de promotion du droit des femmes, d'égalité entre les hommes et les femmes, beaucoup reste encore à faire. Ce rapport, je vous le dis d'emblée, est remarquable par son exhaustivité, par sa pertinence, par son caractère constructif et par les solutions qu'il dégage. Mesdames et messieurs, la femme est l'avenir de l'homme, comme disait le célèbre poète. Je vous remercie. Et c'est donc en lettres capitales, ce mercredi 30 septembre, que l'avenir de l'égalité des genres s'écrit au Gabon. Les autorités françaises disposent d'un mois désormais pour remettre Félicien Kabouga à la justice internationale. La Cour de cassation vient en effet de confirmer la décision rendue en juin par la Cour d'appel de Paris. Il n'y a pas, selon elle, d'obstacle juridique ou médical à l'exécution du mandat d'arrêt qui vise celui que l'on présente comme le possible financier du génocide au Rwanda. Félicien Kabouga a été arrêté en mai dernier en banlieue parisienne. Après 25 ans de cavale, il doit être remis au mécanisme pour les tribunaux internationaux, la structure chargée d'achever les travaux du tribunal pénal international pour le Rwanda, aujourd'hui dissous. L'enjeu désormais pour Maître Altit, l'un de ses avocats, c'est que Félicien Kabouga soit jugé à La Haye, où le mécanisme dispose d'une antenne européenne, et non pas à Arusha, en Tanzanie, où cette structure est basée. Nous considérons que compte tenu d'un certain nombre d'éléments, mais je peux en prendre un très simple, c'est l'épidémie mondiale de coronavirus, la santé de M. Kabouga ne pourrait pas être assurée s'il était envoyé en Tanzanie. Et il y a d'autres droits, les droits appartenant à M. Kabouga, qui seraient violés s'il était transféré à Arusha, alors qu'à La Haye, ces droits pourraient être mieux respectés. C'est une personne âgée, c'est une personne qui a connu un certain nombre de problèmes au cours de sa vie, et il faut y faire attention. Il faut faire attention, ce n'est pas parce qu'il est accusé que tout est possible. Félicien Kabouga aurait une santé fragile. Il serait âgé, selon ses dires, de 87 ans.
Il est accusé d'avoir participé à la création des milices Hutu Interahamwe, principaux bras armés du génocide de 1994 au Rwanda. Un génocide qui a fait, selon l'ONU, 800 000 morts, essentiellement Tutsis. Il a notamment présidé la tristement célèbre radio des 1000 collines qui a diffusé à l'époque des appels au meurtre des Tutsis. Félicien Kabuga conteste l'intégralité des 7 chefs d'inculpation qui le visent. Dans la ville d'Enkai, le va-et-vient du quotidien. Les habitants vaquent à leurs occupations. Mais aucun masque anti-Covid en vue. Plus personne ne semble vouloir en porter. Car la veille, la ville a été le théâtre de violentes altercations entre la population et les forces de l'ordre. Rassemblés devant la gendarmerie, des dizaines d'habitants sont venus crier leur colère après le décès d'une jeune fille de 23 ans, Merveille Bazonzila, interpellée par la police lundi pour non-respect du port du masque. Hier, on l'a interpellé par la gendarmerie au niveau de la Révolution là, pour un problème de bavette. D'abord, depuis là-bas, on a commencé à la taper. Selon ses proches, la jeune fille a été violemment battue à maintes reprises. Épileptique, elle aurait succombé à ses blessures. Alors sa famille a amené le corps à la gendarmerie. La nuit, les gendarmes l'ont déposée à la maison. Elle n'arrivait pas à marcher. Elle est décédée la nuit dans son lit. Et nous avons décidé ce matin d'exposer le corps ici, à la gendarmerie. À l'extérieur, les forces de l'ordre sont débordées. Des masques sont brûlés, jetés. La foule en colère dénonce les exactions et demande justice. Les problèmes ne s'arrangent pas dans la violence. Certaines personnes en profitent pour semer des troubles. Calmez-vous. Réparation sera faite. Au final, le corps de la victime est amené à la morgue. Dispersés par les policiers, des jeunes s'en sont pris à plusieurs boutiques et se sont livrés à des actes de pillage, provoquant la fermeture des commerces et du marché. En guise de protestation, une partie de la population refuse désormais de porter des masques. Il y a toujours le débordement de situation. On doit conscientiser seulement les services de sécurité, la police, la gendarmerie, pour qu'ils fassent les choses avec beaucoup de professionnalisme. Notre santé en dépend. La cause exacte du décès de Merveille Bazonzila n'est pas connue. Depuis lundi, l'état d'urgence a été prorogé de 20 jours sur l'ensemble du territoire congolais. Évoluant au poste d'ailier fort au Miami Heat en NBA aux États-Unis, le Gabonais Chris Silva est depuis quelque temps le basketteur professionnel qui se démarque dans le National Basket Association. Ce fils d'Akebe apostrophe dans le 4e arrondissement de Libreville a retenu l'attention de notre rédaction qui d'ailleurs lui fait un clin d'œil dans ce journal. Chris Silva, de son nom complet, Chris Silva Obam Correa, est né le 19 septembre 1996 à Libreville au Gabon. Très tôt, sur les traces de son père, José Correa, ancien basketteur international gabonais, le jeune Chris va commencer à écrire son histoire. Il était quasiment sur les traces du basket. Et quand j'allais jouer et m'entraîner, je l'amenais avec moi. Il s'entraînait avec ses tontons pendant que moi je suivais mes entraînements. Après avoir joué dans 2 clubs du championnat local, à Somo Bébé et à Espoir Bébé, en 2012, alors qu'il n'avait que 16 ans, Chris Silva va s'envoler pour New York aux États-Unis. Ne connaissant pas l'anglais à l'époque et n'ayant aucune expérience du basketball organisé, il a néanmoins suscité l'intérêt de Tommy Sachs, l'entraîneur adjoint de l'équipe de Roselle Catholic High School. Je le voyais déjà même pas dans le basket parce que moi-même j'ai pratiqué beaucoup de sports, beaucoup de disciplines et donc je l'amenais par rapport un peu au temps. Et au fur et à mesure, s'est imprégné. Bon, je suppose que c'est déjà dans les gènes en tant que basketteur. Mais le parcours de Chris Silva ne va pas se construire qu'autour de son père ou de ses parents biologiques. À Libreville, dans le quartier Akebe apostrophe, où il a grandi, dans le 4e arrondissement de la capitale gabonaise, ce playground fut le départ du grand amour entre le basketball et le fils des Correa. À l'exemple de Younous Obam, ancien basketteur, tous ceux qui l'ont connu et côtoyé se souviennent de Titou, comme il appelait tous affectueusement. Chris Silva, c'est un petit garçon timide,
il est timide de nature, sauf qu'il est dans le cadre ou bien le groupe des enfants en fait, qui croient personnellement ce qu'ils veulent faire. Parce que moi personnellement, comme beaucoup de personnes qui l'ont vu, ses parents, nous ne croyons pas trop par rapport à sa nature. Mais lui-même il disait toujours qu'il pense qu'il peut faire des grandes choses dans sa vie. Nous avons tous commencé dans ce petit programme comme vous le voyez si bien. Mais aujourd'hui nous sommes fiers de savoir qu'un enfant de notre arrondissement, un petit Gabonais, plus particulièrement du 3e et du quartier Apostrophe, évolue en milieu international et surtout encore en NBA. Chris Silva Obam, c'est une fierté pour le Gabon. C'est un jeune qui a toujours su ce qu'il a voulu, ce qu'il voulait. Il a toujours fait ce qu'il a voulu, il a toujours travaillé. Il a toujours travaillé plus que tout le monde. Et aujourd'hui, je suis extrêmement fier de lui, fier de sa famille, fier de ce qu'il a pu réaliser. Il va participer pour la première fois de sa vie à une finale NBA. Le 19 octobre 2019, Chris Silva a signé un contrat d'une saison avec la franchise de Miami Heat et depuis le 13 janvier 2020, ce contrat a été converti en contrat standard. À 24 ans et comptant déjà 44 matchs joués avec les Miami Heat, du haut de ses 2,03 m pour 106 kg, Chris est sans conteste le digne représentant du Gabon qui génère davantage d'attention sur les talents présents au Gabon, à l'image du très jeune Arden qui n'a que 3 ans mais qui mène déjà la balle orange avec dextérité. Thank you.